Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu nous rejoindre avec l'association culturelle de Lacanau. Marie-Françoise, la présidente, est en voyage, donc elle n'est pas avec nous ce soir. Et nous allons accueillir Pierre Chavot, qui est déjà venu plusieurs fois à Lacanau, qui nous a donné de conférences magnifiques. La plupart d'entre vous les ont suivies, je sais. C'est toujours un régal d'accueillir Pierre. Alors ce soir, il va nous parler d'un travail très personnel, la chromo-ciné... Graphie. J'ai presque fini par le dire entier. Et dans l'ordre, surtout, c'est ce que je craignais. Donc il va vous donner tous les détails sur cette façon de procéder. Je pense que ça va être une véritable surprise pour nous, pour tout le monde. Je vous laisse, Pierre, continuer après moi. Merci. Merci de cette présentation en haut de gamme. On va fermer la porte. C'est sûr, on n'a pas la foule, mais on a la qualité. Et comme je crois reconnaître la plupart des visages, mais certains que je ne reconnais pas, m'incitent à remettre en perspective la manière générale dont je vous propose les causeries que je fais régulièrement et habituellement sur des peintres connus, comme Vermeer, comme Opère, comme Picasso, ou pour ceux qui étaient là, ou dernièrement le sermon, la vision après le sermon de Paul Gauguin. La particularité de mon approche consiste justement à avoir à la fois une approche d'historien de l'art, un peu savante, un peu universitaire, une approche sur le sens et surtout plus philosophique, où on essaye de dégager la signification à la fois de la spécificité de la recherche d'un artiste, le sens qu'il a par rapport à son époque et puis peut-être par rapport aux générations futures, et comment ça s'inscrit dans la réflexion générale d'une civilisation. Et la troisième spécificité ou particularité de mon approche consiste en une approche très pratique, très pragmatique. Quand je parle d'un tableau de Vermeer, je commence par faire la copie de ce tableau et exécuter à l'identique, et exécuter une série de variations qui m'aident dans le mouvement créatif ou de copie à avoir des informations plus subtiles qui sont tributaires directement d'une pratique et que le commentaire savant est inapte à fournir, évidemment. Tout le monde comprend pourquoi. Chacun, on a eu des métiers différents, et donc dans l'approfondissement chacun de
sa technique, on découvre effectivement des subtilités, des finesses qui sont rebelles à une approche théorique ou universitaire. Pour ce qui est le cas de ce soir, je me sens en bonne compagnie, puisque après ces glorieux aînés, j'ai eu l'outrecuidance de me présenter moi-même. Et je vais vous parler d'une particularité d'un secteur particulier de mon activité d'artiste que j'explore depuis les années 90. Je parle de 1990, pas 1890, 1990. Jusqu'à aujourd'hui, je continue, en mettant un peu la pédale douce, mais je continue toujours à explorer les relations qui existent entre les couleurs des pigments et les couleurs de la lumière, à travers une pratique artistique, c'est-à-dire en transpirant, en mettant la main à la pâte et en conduisant ma recherche de la manière que je viens de définir ou de décrire juste auparavant. Donc, pour démarrer, je vais être obligé d'être un peu scolaire. Rassurez-vous, pendant quelques temps, plusieurs personnes m'ont fait remarquer en entrant qu'il ne fallait pas être trop savant, mais comme je ne suis pas féru en physique nucléaire, quand je vous parlerai du photon, j'éviterai d'aller trop loin dans la constante de Planck, les choses, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est vous dire si je suis familier avec ce monde-là. Toujours est-il que je suis obligé d'aborder les grands domaines qui sont ceux du peintre, qui sont ceux du praticien, et avec lesquels on se coltine physiquement. Les couleurs qu'on utilise sont des pigments, ce sont des oxydes, des sulfures, des végétaux broyés, quelquefois des animaux broyés, comme le carmine cauchemille, qui sont des chenilles broyées, ou des végétaux pour faire certains jaunes, certains verts, certains bleus, et des métaux, des oxydes, donc des sulfures. Donc tout ça, ce qui m'intéressait, moi, c'était de constater qu'on pioche dans la terre même, c'est le matériel même de la peinture. Et donc ça répond aux lois de la matière, aux lois de la terre, aux lois de la pesanteur, aux lois de l'obscurcissement, de l'impermanence, etc. Et ces couleurs-là, on va les voir dans le détail tout à l'heure, et on va voir comment elles se comportent, à la fois quand on les synthétise, quand on les additionne, quand on les mélange. Et puis, depuis le XVIIe siècle, avec Newton, et puis plus tard au XVIIIe avec Hertz et Maxwell, on a découvert qu'il y avait des couleurs dans la lumière. Certes, on remarquait que le soleil couchant ou le soleil levant était plus jaune ou plus rouge, sans savoir trop comment ça fonctionnait. Et expérimentalement, avec les outils de l'Occident, on a essayé de comprendre intellectuellement le fonctionnement de tout ça. Je vous referai pas toute cette démonstration qui serait indigeste, mais je vous la commenterai au fur et à mesure que je l'expérimenterai devant vous, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc Newton s'est rendu compte que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs, Et ça, en tant que peintre, évidemment, ça interroge. On a tendance à considérer comme allant de soi le fait que la lumière soit blanche. La meilleure preuve en est que les artistes, la plupart du temps, veulent peindre dans la lumière la plus blanche possible pour que les couleurs des pigments ne soient pas dénaturées. Donc on cherche une sorte de norme qui soit toujours et en tout lieu la même. Et de manière à ce que le tableau puisse être fidèle à la vision du peintre dans sa présentation, quel que soit le moment. Pour cette raison, les peintres choisissaient la lumière qui venait du nord, et les ateliers parisiens du début du siècle, par exemple, qui florissaient de Montmartre à Montparnasse, avaient de grandes verrières qui captaient la lumière zénithale, qui venait du plafond, un petit peu sur le côté, mais tout à fait en haut du mur, de manière à ce que ça ne soit pas, entre guillemets, pollué par la lumière du soleil, qui, elle, est beaucoup plus jaune, qui devient pour le peintre une sorte d'ennemi, d'empêcheur de tourner en rond. Bref, on n'interrogeait pas la lumière en tant que telle dans l'acte pictural. Et la relation avec
la curiosité avec la physique s'est faite vers la fin du XIXe siècle, avec les recherches d'un chimiste qui est mort plus que centenaire, qui s'appelait Chevreul, et qui, en même temps qu'il définissait tout le spectre, tout le cercle chromatique, c'est-à-dire essayer d'identifier la séquence de toutes les couleurs, avec toutes les gradations, en allant des couleurs chaudes et des couleurs froides, comme vous pouvez voir sur le cercle schématique que j'ai fait ici, s'était interrogé également sur les relations qu'il y avait avec la physique de la couleur. Et juste les fauves ont exploré, les peintres fauves, la couleur des pigments dans leur plus grande intensité. J'y ai fait allusion à la dernière conférence, en essayant de trouver des accords harmoniques les plus stridents, les plus violents, les plus vigoureux possibles par la cohabitation des couleurs complémentaires, etc. Mais je trouvais, en tant que peintre, qu'il manquait une dimension à cette exploration. Pourquoi n'utilise-t-on pas les ressources qu'offraient toutes ces couleurs prisonnières de la lumière pour les utiliser en tant que palette secondaire, en quelque sorte, et oui, en tant que palette secondaire, pour la faire cohabiter avec la palette traditionnelle du peintre avec les couleurs pigments. Ma réflexion a démarré là. Et en approfondissant cette réflexion, je me suis dit, voyons, comment pourrais-je faire pour peindre un tableau qui utilise à la fois une palette de couleurs pigments et une palette de couleurs lumière. Mais je suis déjà trop loin. Il faut que je vous explique comment fonctionnent les couleurs de la lumière et comment fonctionnent les couleurs des pigments. École primaire. Vous avez tous appris le mélange des couleurs, des trois couleurs primaires des pigments. Le jaune primaire, le magenta, le bleu de cyan. Elles ont été définies en 1936 en tant que telles, avec ce nom précis, par les fabricants de véhicules Kodak et Agfa. Et c'est à cette époque, il y a un nom DIN, je ne sais pas, avec un numéro que j'ai oublié, qui les spécifie de manière à ce que la référence soit toujours la même. L'imprimerie a utilisé ça de façon constante jusqu'à aujourd'hui. On y ajoute le noir d'ailleurs. Quand on les mélange 2 à 2, jaune et bleu fait vert, jaune et magenta donnent le rouge orangé. C'est pas trop bien éclairé, j'ai un potentiomètre là. Et ben voilà. Il suffit d'éclairer avec de la lumière pour y voir. On fera démonstration tout à l'heure, on essaiera de comprendre pourquoi à la nuit on n'y voit rien. Donc, quand on fait l'addition des trois couleurs primaires, donc on mélange le bleu et le magenta, on obtient, là, comme la lumière est un peu jaune, ça casse un peu le bleu-violet, un rouge orangé, un vert. On mélange les trois, on a le noir. On appelle ça la synthèse soustractive parce qu'à chaque mélange, on soustrait de la lumière. Vous voyez, donc, premier type dans ma tête, je me dis, c'est curieux, les couleurs qui viennent de la Terre, quand on enrichit les mélanges, on va vers l'obscurité. Déjà, métaphoriquement, c'est intéressant par rapport à la naissance et à la mort. Je vous laisse développer cette idée, on en reparlera. La lumière. La lumière agit de façon exactement semblable, mais opposée. On a défini de la même manière les trois couleurs primaires de la lumière. Qu'est-ce qu'on appelle couleurs primaires? Je vous le définis très vite. Ce sont des couleurs qu'on ne peut pas obtenir par un mélange, mais à partir desquelles on peut obtenir tous les mélanges. C'est la raison pour laquelle elles sont primaires. Quand on les mélange 2 à 2, ce sont des secondaires, et ensuite des tertiaires, etc., etc. Donc, couleur primaire de la lumière synthétisée en trois couleurs principales, le rouge orangé, le vert, le bleu violet. On les additionne, on a le magenta, ces deux, on a le jaune, c'est très curieux. Vous verrez tout à l'heure dans la démonstration visuelle, pour faire du jaune avec de la lumière, il faut mélanger du rouge et du vert. Et le bleu apparaît en mélangeant ça et ça. C'est-à-dire qu'on a une relation théorique invraisemblable entre les pigments et la lumière, en ce sens que les secondaires des couleurs pigments sont les primaires des couleurs de la lumière, et inversement. Quand on mélange les couleurs de la lumière 2 à 2, on obtient les couleurs primaires des pigments. Alors que là, on a la matière de base qui a une masse, qui vient de la Terre, et là, on a une onde électromagnétique immatérielle,
on parlera du photon tout à l'heure, deux ou trois petits détails qui sont intéressants. On obtient la lumière blanche, on reconstitue la lumière blanche par mélange des 3 couleurs primaires de la lumière. C'est-à-dire, on additionne, on appelle ça la synthèse additive, parce qu'en additionnant les couleurs primaires, on reconstitue la lumière blanche. On a de la matière, là j'ai inventé un concept qui vaut ce qu'il vaut, que j'ai appelé in-matière, pour ne pas dire non-matière, ou esprit qui fait aller vers des confusions que je ne souhaite pas. Et une relation théorique entre les deux qui est impossible à développer sur le plan théorique, mais qui est facile à mettre en évidence sur le plan pratique, et ça va être tout l'objet de cette pratique artistique que j'ai eue à partir de 1990. Quand on utilise les couleurs pigments, on obtient par mélange toutes les couleurs du cercle chromatique. Les couleurs de la lumière, on fait la même chose. Sur un écran blanc, on obtient toutes les nuances qu'on veut. Et le geste artistique que j'ai fait consistait à élaborer une toile qui tienne compte de ces 2 palettes. Comment faire? Une palette pigment, tout le monde sait ce que c'est. On a ces 3 couleurs primaires, d'ailleurs je peins comme ça. J'ai fait un grand casier en bois avec mes 3 couleurs primaires, 6 casiers pour les couleurs secondaires, 12 casiers pour les couleurs tertiaires, je sais toujours où j'en suis, etc. Pour les couleurs lumière, eh bien, on a la table de mixage lumière, c'est-à-dire on a du vert, du rouge et du bleu, et on peut mélanger les couleurs. Et l'idée de projeter les couleurs de la lumière, c'est-à-dire... comment? Oui? Si on peut baisser juste la lumière. Vous voulez que je baisse la lumière là? C'est pour mieux vous voir. C'est pour mieux me voir moi. La lumière pour mieux le voir à lui. Un peu plus de lumière pour la vidéo. Ah oui, je ne pensais pas entendre des choses aussi agréables ce soir. Je vous remercie. Donc on a 2 palettes, une palette pigment, une palette lumière, et le tout consistait à élaborer une œuvre artistique en tenant compte des 2. Mais il me manquait la création du langage. Le langage, c'était une écriture. Et j'ai inventé ce mot barbare sur lequel a buté Yvette tout à l'heure, chromocinégraphie, qui est un peu prétentieux. Chromos, ça vient du bétuan hollandais ou du grec. La couleur, qui naît le mouvement, graphène, l'écriture, évidemment. Vous vous souvenez de vos universités. Et j'ai transformé ça tout simplement en écriture-lumière, parce que ça s'inscrit dans la démarche générale de ce que je fais, qui est entre l'écriture, toujours entre l'écriture et la peinture, peindre l'écriture, écrire la peinture, etc. On pourra voir ça cet été lors de l'exposition que je vais faire dans la salle derrière. Bref, il manquait donc l'outil qui me permette, alors j'ai dit, je vais faire comme un musicien, je vais inventer l'écriture lumière. Pour inventer cette écriture, j'ai dit, je vais prendre une partition, je vais tirer des lignes comme une portée musicale, et sur cette portée, en abscisse, je mets l'intensité des potentiomètres de 0 à 100%, 0, 10, 20, 30, 40 jusqu'à 100%, qui me donne l'intensité de la lumière, et en ordonnée, seconde après seconde, le défilement du temps. Et ensuite, là-dessus, je fais un graphique comme les courbes de température au pied du malade à l'hôpital, un rouge, un bleu, un vert, et puis après, j'ai inventé une machine avec des cellules photoélectriques, un peu trop compliquées, mais je peux dire à des gens qui savent faire de retraduire sur un ordinateur mes partitions et de les projeter sur mes peintures, qui sont élaborées en synergie. C'est-à-dire au fur et à mesure que je peins de la main droite, c'est une façon de parler symbolique évidemment, j'écris ma partition en lumière de la main gauche, je fais les 2 choses en même temps. Vous voyez, est-ce que c'est clair? Oui? Non? Bon. Deuxième réflexion par rapport à la matière et l'imatière, je disais le photon. Le photon a été défini par Planck comme un grain de lumière.
On continue à se demander aujourd'hui si le photon a une masse, si l'énergie, vous connaissez l'histoire du boson de Higgs qu'on vient de découvrir, donc on fait comme si une onde électromagnétique avait une masse, elle peut en avoir, on peut considérer qu'elle en a une dans certaines circonstances par rapport qui dépend de l'environnement dans lequel elle se situe. Je ne comprends rien du tout. Mais le photon, il y avait la même réflexion par rapport au photon. Planck, pour développer sa réflexion, a fait comme si le grain de lumière, il cherchait, c'était un chercheur, il se disait, mais est-ce que ça a une masse, est-ce que ça n'a pas une masse, est-ce que c'est matériel comme les pigments, est-ce que c'est immatériel, il ne savait pas. Donc, pour mener sa réflexion, il a supposé, il a fait l'hypothèse que le photon avait une masse. Et il a trouvé cette fameuse constante de Planck, 6,023 10 puissance moins 23. Je vois que tout le monde se rend compte de ce que ça veut dire. C'est ça, là? On a un grand physicien dans la salle. Qui lui permettait de développer sa pensée et de continuer sa recherche. Et ça, c'est intéressant, je trouve. C'est un geste vraiment de création, un geste artistique. C'est-à-dire, on fait comme si une chose existait, ça permet de développer un raisonnement, on sait que c'est faux, mais le raisonnement peut avancer. Ben, le geste artistique, c'est pareil. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas qui on est dans le geste artistique, et quelque chose est en train de se passer. C'est comme si on était au service de la peinture et qu'on lui donnait l'opportunité de se réaliser elle-même, de s'exprimer elle-même, d'apparaître elle-même. Donc les astrophysiciens d'aujourd'hui, je vois avec bonheur qu'ils raisonnent et qu'ils expérimentent avec cet état d'esprit, c'est-à-dire non pas en canalisant, en faisant des tiroirs, mais simplement en intégrant l'inconnu comme dans leurs équations. D'ailleurs, il y a cette fameuse équation d'incertitude, je crois, qui existe aussi, qui est intégrée dans les équations. C'est la fameuse position de l'observateur. Le peintre se pose toutes ces questions également, parce qu'on ne peint pas seul dans son coin, même si on est un grand solitaire. C'est-à-dire, on utilise un langage, et ce langage-là, pourquoi on l'utilise? Parce qu'il est commun à tous, qu'il faut qu'il soit compréhensible jusqu'à un certain point. On explore les limites de ce langage, qui est fait éventuellement pour ouvrir le regard, qui puisse aller un peu plus loin. C'est le jeu de chaque génération de pousser un peu plus loin, à la fois les recherches sur les plans scientifiques, sur les plans humains, psychologiques et artistiques. Donc, après cette petite mise en perspective, parenthèse éclairante, si j'ose dire, on revient à notre sujet qui est la relation entre la lumière et les pigments. Comment se fait-il qu'on voit une tomate rouge, par exemple? Parce qu'il y a les ondes électromagnétiques ont des propriétés particulières. On en retiendra deux ce soir qui sont les principales et qu'on appelle l'absorption et la réflexion. L'absorption, c'est la capacité d'absorber certaines couleurs de la lumière. La réflexion, c'est la capacité de les réfléchir. Quand elles sont réfléchies, elles vont apparaître à notre regard. D'accord? Alors pourquoi une tomate nous apparaît-elle comme rouge quand on sait que toutes les couleurs existent dans la lumière? Eh bien simplement, il y a ce qu'on appelle la couleur locale, c'est-à-dire la couleur du corps, la couleur des objets. Les objets ont une couleur, mais ces couleurs-là, on ne les verrait pas si les couleurs n'existaient pas dans la lumière. La tomate aurait beau être bleue, le citron jaune, la banane verte ou jaune, on ne la verrait pas si ces couleurs n'existaient pas dans la lumière. Vous voyez, ma main monte toute seule quand je parle de la lumière. C'est vrai que les projecteurs sont là-haut. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la lumière blanche qui éclaire la lumière va nous renvoyer uniquement la composante rouge de la couleur locale, de la tomate. Et elle va absorber les autres couleurs, c'est-à-dire le vert et le violet. Donc elle va renvoyer uniquement cette couleur. Le citron, pareil, etc. À travers ce phénomène d'absorption et de réflexion, les objets manifestés du monde qui nous environne vont nous apparaître dans leur couleur locale. Ça, c'est déjà une étape dans la réflexion qui est du peintre qui est très intéressante, mais on peut aller plus loin aussi. Si on regarde les choses à l'envers, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la lumière blanche nous cache les choses. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs prisonnières dans la lumière blanche, il y a des objets invisibles qui ne vont nous apparaître que si on ampute la lumière blanche d'une ou plusieurs ou d'un mixage, d'un mélange de ces composantes.
Et là, ça devient vraiment intéressant sur le plan de la pratique et sur le plan symbolique, parce que l'artiste va être susceptible de faire apparaître des choses invisibles. Vous voyez, bon, alors on se dit ça, on dit, bon, c'est un peu prométhéen, on se dit, qui suis-je, je cours, je rêve, je dors, dans quelle étagère, et si la respiration devient plus ample, on se sent quelqu'un. Manque de peau, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Mais malgré tout, ce qui reste vrai, c'est que la lumière blanche, qui a l'air d'être une chose qui va de soi, et qui pour tous les peintres depuis la Renaissance elle est de soi, est quelque chose qui peut être exploré, et quelque chose qui peut rendre visible, non pas des choses invisibles, mais rendre des éléments de la manifestation du monde qui sont invisibles, liés à ces choses-là, et qu'on ne peut pas voir sous cette lumière blanche. Donc on ne va pas inventer des choses qui n'existent pas, mais on va montrer des choses qui sont prisonnières à cause de la lumière blanche. Vous voyez, sur le plan symbolique, tout ce qu'on peut déduire de ça. D'autre part, ça s'est rendu possible par la rencontre de ces deux mondes, du monde de la terre avec les pigments, du monde matériel, donc sulfure, pigments, oxydes, végétaux broyés, etc., qui vont vers la lumière noire, et ce mélange de la terre qu'on peut symboliquement associer à tout ce qui naît, à tout ce qui meurt, à notre propre corps, et qui disparaît, et qui revient à la terre, et puis une nourriture plus spirituelle qui, sur le plan symbolique, est manifestée par la lumière, qui, elle, va rendre visible ce corps, l'animer, etc., et puis débusquer en lui des choses qui sont cachées et qui sont insoupçonnées, et qui vont lui permettre, donc ce monde de la matière, ce monde de l'esprit, on est prisonnier en quelque sorte d'une espèce de dualité qui reste un peu schématique, mais qui a sa propre fécondité quand même. Hein. Maintenant, ensuite, évidemment, chacun déborde ses cadres et ses limites théoriques pour expérimenter soi-même. Donc, j'ai commencé à peindre en 1992 des tableaux, des décors de théâtre, en ayant en tête et au fond de moi ces présupposés théoriques, et puis à le mettre en pratique. Et donc, après bien des tâtonnements, j'ai commencé à montrer ce travail, à l'associer avec des travaux que je faisais en synergie avec des musiciens principalement, des danseurs quelquefois, mais surtout des musiciens, parce que je trouve, j'y ai fait allusion à plusieurs reprises, qu'il y a des passerelles évidentes entre la musique et le monde de la musique, le monde de la couleur. Et d'ailleurs, on peut remarquer que le vocabulaire qui préside à la description de ces deux mondes se chevauche. On parle d'harmonie, on parle de contraste, on parle de gamme, de hauteur de ton, de symphonie, etc. Je crois qu'on peut calquer tout le vocabulaire de la musique sur la peinture et inversement. Et donc, dans cette peinture dynamique que je propose, je me suis vite rendu compte que le fait de projeter des couleurs, un mixage de couleurs, lumière, sur une toile peinte, faisait apparaître des couleurs d'une vibration et d'une intensité qu'aucune machine ne peut faire apparaître, qu'il est impossible de voir aujourd'hui. Alors, on va le développer tout à l'heure. Là, il y a un dernier élément qu'il faut éclairer, c'est l'outil de perception, c'est-à-dire notre propre œil. Vous savez comment ça fonctionne. La lumière arrive sur la rétine. Sur la rétine, on a les cellules en cône et les cellules en bâtonnet qui font la synthèse additive, puisqu'on a des cellules en cône qui synthétisent le vert primaire, d'autres le rouge primaire, d'autres le bleu-violet primaire, qui le transforment en impulsion électrique, ça va dans le cerveau, et puis ça revient, et on dit tiens, c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, ça va très vite. Donc la rétine fonctionne comme les projecteurs que vous allez voir tout à l'heure. Et donc, je vais faire l'impasse sur le travail du cerveau, je suis complètement ignorant là-dessus. Toujours est-il que l'impulsion électrique, donc la couleur se transforme en impulsion électrique, et il y a tout le travail de perception, de réactualisation et de conscience qui se fait à ce moment-là. Peut-être je peux parler de la dernière couche qui vient là-dessus, sur la perception elle-même, qui est tributaire également du milieu culturel dans lequel on est.
Par exemple, dans le cercle chromatique qui est ici, on voit que l'échelonnement des couleurs entre l'orange et le magenta est difficilement perceptible à l'œil comme un décalage qui soit évident, simplement parce qu'on n'est pas des hommes du désert et qu'on n'est pas habitué à des couleurs culturellement, à des nuances qui jouent dans des tonalités comme ça. Vous savez que les Esquimaux ont 50 ou 60 mots pour désigner le blanc, les hommes, les Touaregs ont des mots innombrables pour désigner les nuances de l'ocre, du jaune, du rouge, de toute la gamme chaude. Et nous, on est beaucoup plus performants dans les gammes qui vont dans les verts et dans les bleus-violets, parce que culturellement, on est confronté, c'est notre environnement quotidien. Donc, on a la perception, on a la présence du spectateur, on a le langage commun entre le spectateur et nous, on a un artiste qui cherche, et en conclusion, on s'interrogera sur le rôle de l'artiste. Est-ce qu'il est toujours pertinent au XXIe siècle? Est-ce que ça a un sens qu'il y ait des gens qui explorent et puis qui essayent de montrer des choses qu'on n'a pas encore vues et qui poussent à réfléchir sur notre situation au monde, sur le sens de notre vie, etc., qui même métaphoriquement un peu puissent nous aider? C'était le rôle de l'artiste depuis la Renaissance et bien avant. Déjà, c'est devenu, on est plus dans le courtisan actuellement et le plan de carrière, mais en fait, il y a toujours des artistes qui s'inscrivent dans cette voie de garage.